Mieux mener les changements sociétaux, cela soulève deux questions. Cela revient à se demander à la fois comment construire des politiques publiques qui répondent à une demande sociale, mais aussi comment les faire accepter pour telles lors de leur déploiement. C'est donc un double défi qu'il s'agit de relever et qui impose aux économistes, aux experts, de sortir de la fabrique abstraite, technique des réformes pour se confronter, se coltiner la société avec ses ressentis, ses perceptions et ses comportements plus ou moins rationnels. Vous l'aurez compris, il s'agit d'intégrer à l'économie politique les dernières conquêtes des sciences comportementales pour faire face non seulement à l'urgence des réformes en matière sociale et environnementale, mais aussi pour faire face à la crise démocratique qui alimente populisme, suspicion, rancœur. Peut-être peut-on poser le diagnostic d'un fossé qui s'agrandit entre les décideurs, ils, eux, les autres, et puis un nous tout aussi flou et fantasmatique, nous le peuple, nous qui subissons. Alors, je vous rassure, le but n'est pas de faire passer la pilule de réformes impopulaires en travaillant sur un enrobage plus acceptable grâce à des techniques de manipulation plus performantes. Le but est de prendre sérieusement en compte l'idée que le bien commun à venir ne se trouve pas en dehors de nous, préétabli par des experts, que bien au contraire, ces experts sont là pour le formuler au plus juste et non pour l'inventer à notre place. Du moins, c'est l'hypothèse que nous allons essayer de soutenir pendant 1h30 de conférence que nous allons donc passer ensemble avec, à ma droite, Neil Martin, qui est économiste à l'OCDE, analyste au Centre sur le bien-être, l'inclusion, la soutenabilité et l'égalité des chances. Bonjour. À ma gauche, il y a Yann Algan, professeur d'économie à HEC. Vous y êtes aussi doyen associé des programmes pré-expérience. Bonjour. À distance, Stéphanie Stancheva, professeure de sciences économiques à Harvard. Stéphanie, on va commencer avec vous et directement dans le vif du sujet, le changement climatique et les mutations profondes qu'il impose à nos sociétés. Voilà. Alors, il n'est pas besoin de rappeler à quel point notre système économique fait d'énergie fossile, de commerce mondialisé et d'hyperconsommation est dommageable pour la planète. Point n'est besoin non plus, je pense, de rappeler qu'il n'est plus soutenable comme tel. Autant dire qu'il faut agir très, très rapidement sur l'alimentation, l'habitat, la mobilité, bref, la vie la plus quotidienne de tout un chacun. Alors, comment rendre cette transition possible? Stéphanie Stancheva, on vous écoute. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être là, même à distance. Et je vais commencer par partager ma présentation avec vous. Donc, je voulais vous parler d'un projet qu'on a fait en coopération avec des chercheurs de l'OCDE sur comment les gens comprennent le changement climatique et les politiques climatiques. Et donc, je voulais vous résumer un petit peu la méthode qu'on a utilisée et les résultats qu'on trouve. La motivation, bien sûr, est très simple. Le changement climatique est un problème extrêmement urgent, mais pour lequel on n'a pas encore de solution. Et il y a des actions très urgentes qui sont nécessaires afin de limiter l'augmentation des températures. Mais avec les politiques en place, en fait, ce n'est pas suffisant. Et donc, malgré le fait que ce problème est aussi urgent, l'action politique manque en quelque sorte. Et donc, la question qu'on se posait, c'est de comprendre qu'est-ce qui motive le soutien ou l'opposition aux politiques climatiques dans le monde. Est-ce que c'est un manque de connaissances sur le changement climatique? Est-ce que c'est le fait que les gens s'inquiètent sur leur propre budget ou sur leur propre mode de vie? Est-ce que c'est en fait des inquiétudes plus larges sur les effets sur d'autres ou sur l'économie? Ou est-ce que c'est simplement qu'il est très difficile d'évaluer les politiques de changement climatique? Elles sont difficiles à comprendre, que ce soit leur effet d'efficacité ou leur effet redistributif. Et on essaye de répondre à ces questions en utilisant des enquêtes et des expériences dans 20 pays. Donc, les 20 pays qui sont représentés ici sur la carte en vert sont en vert clair, donc des pays riches, ou en vert foncé, des pays à revenus moyens. Et ce sont des pays qui représentent un peu différentes expériences ici et qui incluent 18 des 21 plus gros émetteurs. Et donc, cette enquête a été déployée de façon cohérente, similaire dans ces pays. Et en tout, on a plus de 40 000 répondants qui sont censés être représentatifs de la population dans ces pays. Et on essaye de comprendre quelles sont leurs attitudes, quelles sont leurs connaissances et comment est-ce qu'ils raisonnent sur les politiques climatiques. Et donc, je voulais d'abord commencer par vous dire que
il y a un très grand consensus sur le fait que le changement climatique est un problème très important. Donc, si on demande aux personnes, est-ce qu'elles sont inquiètes sur le changement climatique? Est-ce que c'est un problème qu'il faut résoudre? Et est-ce que leur pays devrait prendre des mesures pour combattre le changement climatique? Les gens s'accordent à dire de façon très, très majoritaire que oui, c'est un problème important et mon pays doit prendre des mesures pour le combattre. Donc ça, c'est un peu le point de départ pour dire que il y a un vrai souci sur le changement climatique, il y a des vraies inquiétudes. Une des choses qu'on demande, c'est est-ce que les gens sont prêts à prendre eux-mêmes des actions pour limiter leur impact sur le climat? Ce qui nous amène à la question entre les actions privées ou les actions publiques. C'est deux choses très différentes. Il est possible de vouloir de l'action publique tout en ne pas vouloir changer son mode de vie vu les incitations actuelles. Et en effet, ce que je vais vous montrer, c'est que avec les incitations actuelles, il y a en fait relativement peu de personnes qui sont prêtes à changer leur mode de vie de façon drastique. Donc par exemple, la moitié des personnes est prête à acheter une voiture électrique ou à limiter les déplacements en avion en général à travers ces pays. Très peu de gens sont disposés à limiter la consommation de bœuf ou de viande et très peu veulent limiter leurs déplacements en voiture ou le refroidissement au chauffage de leur maison. Par contre, si on demande aux gens si on avait des politiques en place ou s'il y avait la possibilité de faire autre chose, qu'est-ce qui vous aiderait à changer de mode de vie? Et les gens disent de façon très claire, je suis prêt à changer mon comportement si je reçois un soutien financier suffisant. Et c'est le cas surtout pour les personnes à plus bas revenus dans les échantillons. Et une autre chose qui ressort de façon très forte, c'est que les gens sont prêts à changer de comportement si d'autres, et en particulier les gens plus riches, changent également de comportement. Donc il y a un vrai souci d'équité à vouloir essayer de tout le monde changer de comportement et ne pas simplement avoir des gens qui parfois peut-être continuent à payer pour polluer. Et donc c'est un peu les choses qu'on peut voir sur ces graphes. Donc la façon de lire ces graphes, c'est que chaque colonne représente un pays dans l'échantillon et vous pouvez aussi voir au début de chaque groupe de colonnes la moyenne pour les pays à haut revenu et la moyenne pour les pays à moyen revenu. Et la proportion qui est écrite dans chaque case, c'est la proportion de gens qui est prête à adopter le changement qui est listé à gauche. Et donc, par exemple, plus c'est rouge, moins il y a de personnes qui veulent adopter ce changement, plus c'est bleu, plus il y a de personnes qui voudraient l'adopter. Et donc, on peut voir que peu de personnes peuvent ou veulent acheter une voiture électrique ou limiter leur déplacement en avion. On peut voir que peu de personnes veulent arrêter de chauffer ou limiter le chauffage ou le réchauffement de leur maison. Limiter la conduite. Et ici, on voit un peu la part de personnes qui disent je suis prêt à changer mon comportement si les plus riches aussi changent leur comportement. C'est une conception très, très répandue. Ou si j'ai suffisamment de soutien financier pour le faire. Si on se tourne vers les politiques climatiques, les perceptions qu'on voit dans tous les pays, c'est que les bienfaits environnementaux des politiques climatiques sont bien reconnus. C'est-à-dire beaucoup de gens comprennent que, par exemple, si on a une taxe carbone, ça va rendre l'énergie plus chère et les gens vont réduire leur conduite, vont réduire leurs activités polluantes. Par contre, les politiques principales sont aussi souvent vues comme très régressives, c'est-à-dire qu'elles impactent de façon disproportionnée les personnes à bas revenus ou les ménages qui sont vulnérables, par exemple dans des régions rurales, sans accès au transport en commun. Donc il y a une vraie conscience du fait que ces politiques sont loin d'être progressives et qu'elles peuvent en fait vraiment être régressives pour les classes moyennes ou les personnes à bas revenus. Et également, beaucoup de personnes sont en fait assez pessimistes, surtout si elles sont elles-mêmes bas revenus ou vivent dans des régions rurales, sont assez pessimistes quant aux effets sur leur propre ménage. Donc les gens anticipent des conséquences économiques et financières relativement négatives sur eux-mêmes. Et si on regarde qu'est-ce qui explique finalement le soutien à l'action climatique, donc est-ce qu'on peut résumer quels sont les facteurs clés qui vont jouer sur est-ce que je soutiens de l'action climatique ou non? On voit qu'il y a 3 perceptions clés qui ressortent. La première, c'est est-ce que cette politique est utile pour réduire les émissions? On peut appeler ça un peu le souci d'efficacité environnementale. Le deuxième critère, c'est est-ce que la politique affectera de la même façon ou de façon plus négative les ménages vulnérables ou à faible revenu? Donc c'est ce qu'on peut appeler leurs effets redistributifs ou
un souci d'équité pour les gens. Et le troisième facteur, c'est est-ce que la politique nuira ou pas à mon propre foyer, à mon propre ménage. Et donc ça, on peut appeler ça un peu l'intérêt propre, c'est-à-dire l'intérêt direct personnel sur moi-même. Ça, c'est les trois facteurs clés qui peuvent en fait vraiment prédire est-ce que quelqu'un va soutenir une politique donnée ou pas. Au contraire, des choses comme mes connaissances précises sur le changement climatique ou mes inquiétudes sur le changement climatique sont pas si importantes que ça. Beaucoup de gens sont déjà très inquiets. Les personnes ont des connaissances variées, mais c'est pas du tout le facteur clé qui va enclencher le soutien à l'action climatique. Et on peut voir du coup un peu quels sont le type de politique que les gens soutiennent. Donc à nouveau, sur ce graphe, vous pouvez voir en colonne chaque pays de l'échantillon. Et les cases représentent la part des répondants dans ce pays qui soutiennent les politiques qui sont toutes listées en ligne à gauche. Donc elles sont groupées par groupe. Donc par exemple, il y a les politiques principales qui sont des politiques très représentatives de ce qui se passe dans beaucoup de pays. Par exemple, des programmes d'infrastructures vertes, des interdictions sur les voitures polluantes, des taxes carbone avec des transferts vers les ménages. Et ensuite, il y a des groupes de politiques sur les transports, sur l'énergie, sur l'alimentation et l'agriculture, et des variations sur la taxe carbone dont on va parler. Et donc, quelques résultats à remarquer. En lien avec ces trois facteurs clés, on peut voir très clairement que les politiques qui sont soutenues sont celles qui sont efficaces et moins régressives ou alors plus progressives. Donc, par exemple, on peut voir que beaucoup de personnes, ce sont les politiques les plus populaires, beaucoup de personnes soutiennent des subventions aux technologies et aux infrastructures bas carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui c'est là dans tous les pays. Ce sont les politiques les plus populaires. Elles sont perçues comme efficaces, comme progressives, et les gens ne s'inquiètent pas d'impact négatif sur leur ménage. Beaucoup aussi soutiennent l'interdiction de véhicules polluants dans les centres-villes. À nouveau, c'est une politique qui en fait répond bien au souci d'équité. Ça peut paraître un peu surprenant, mais l'idée que quelque chose est interdit pour tout le monde, ça répond en fait bien à ce souci d'égalité, qu'il n'y ait pas des gens qui puissent, par exemple, payer pour continuer à polluer, mais au contraire, ça s'applique à tout le monde. La fiscalité carbone, à première vue, apparaît très peu populaire. Ça ne surprendra sûrement pas beaucoup de monde. Mais en fait, ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que l'utilisation des recettes de cette taxe carbone est vraiment primordiale pour comment on la soutient. Et c'est le cas dans tous les pays. Donc, par exemple, des utilisations qui sont plus progressives, par exemple, qui sont utilisées pour investir dans des nouvelles infrastructures propres ou pour réduire les impôts ou pour subventionner les énergies à bas carbone, ça, c'est très populaire. Ça rend la taxe carbone très populaire. Au contraire, il y a un très faible soutien pour des utilisations qui sont perçues comme régressives. Donc, par exemple, pour donner des transferts égaux à tout le monde, donc, par exemple, aussi aux personnes plus riches, ou pour réduire l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas accepté car c'est perçu comme régressif. Et une chose qui est aussi vraiment très peu populaire dans tous les pays, ce sont toutes les politiques qui visent à réduire l'élevage bovin ou en général à intervenir dans l'agriculture. Et donc, on peut voir aussi quelles sont les personnes qui sont plus en faveur d'une forte action contre le changement climatique. On voit que l'opinion politique est un prédicteur très fort, donc les répondants de gauche soutiennent davantage l'action climatique. Le niveau d'éducation est très important. Les personnes qui sont plus diplômées, en particulier au niveau universitaire, en général, sont plus favorables à l'action climatique dans tous les pays, indépendamment du revenu, et également ceux dont le style de vie le permet, c'est-à-dire les gens qui ont accès à des transports publics de haute qualité, qui dépendent moins d'une voiture, qui dépensent moins en carburant. Et la question sur laquelle je voulais terminer, c'est est-ce que de l'information peut en fait changer le soutien? Donc, on montre aux gens des vidéos différentes qui expliquent différents aspects du changement climatique et de l'action climatique. Un des groupes, par exemple, voit un traitement qu'on appelle impact climatique qui est sur quels seront les effets du changement climatique dans leur pays. Et ce qu'on voit, c'est que ça améliore les connaissances et les préoccupations, mais comme on l'a dit avant, ces connaissances sont pas du tout des puissants prédicteurs du soutien aux politiques climatiques. Et donc, en fait, ces vidéos, simplement dire aux gens que le changement climatique, ça va avoir des conséquences désastreuses, etc., ça n'augmente pas le souci de vouloir de l'action climatique. Par contre, si on explique aux gens ce qu'on fait dans le traitement politique climatique, c'est-à-dire expliquer aux gens comment fonctionnent les politiques climatiques,
quels sont leurs effets d'efficacité, quels sont leurs effets redistributifs. Ça, en fait, ça augmente vraiment le soutien aux politiques. Et donc, il est vraiment essentiel d'expliquer comment chaque politique fonctionne et qui en bénéficie, ou comment les perdants peuvent être compensés pour favoriser le soutien. Et donc, se contenter de simplement inquiéter les gens avec le changement climatique, c'est pas du tout quelque chose qui est nécessaire. Et donc, pour terminer, pour résumer un peu les effets de cette étude, on voit que une majorité vraiment écrasante comprend que le changement climatique est réel, causé par les humains, mais il existe un vrai désaccord sur les mesures à prendre. Et on peut voir les facteurs socio-économiques et le mode de vie, comme l'éducation, l'orientation politique, la disponibilité des transports publics, etc., qui sont très corrélés avec le soutien climatique. Mais on peut également prédire le soutien à l'action climatique avec les 3 convictions fondamentales dont on a parlé. L'un qui est le souci d'efficacité. Est-ce que cette politique est utile pour réduire les émissions? Le deuxième est le souci d'équité. Est-ce que cette politique va avoir des impacts distributifs négatifs ou pas? Et le troisième est également l'intérêt personnel. Est-ce que cette politique nuira financièrement à mon ménage ou pas? Donc, merci, j'attends vos commentaires et vos questions avec impatience et hâte d'écouter les autres intervenants. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie Stancheva. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de questions de la part du public, sûrement encore un peu intimidé par cette première intervention. J'ai, moi, quelques très brèves questions à vous poser avant de passer la parole à Yann Algan. D'abord, une petite question méthodologique. La Chine n'apparaît pas comme un pays où vous avez pu mener ce questionnaire. Est-ce que c'est inenvisageable? Est-ce qu'un jour, on pourrait faire cette étude en Chine? On aimerait avoir des données. Si, j'ai fait d'autres enquêtes en Chine, donc c'est tout à fait possible de faire des enquêtes. Ça dépend un petit peu du thème. Est-ce que ça fait sens ou pas? Ce serait bien de rajouter la Chine. On manque en fait trois pays qui font partie des émetteurs principaux. Donc il nous manque aussi la Russie, il nous manque aussi l'Iran. Et donc je pense que ça peut être très intéressant, si c'est possible dans le futur, d'essayer de faire des enquêtes auprès des répondants de ces pays aussi. On compte sur vous. Je voulais aussi vous demander, à voir vos graphiques, on comprend que certaines réformes sont plus consensuelles que d'autres. Vous l'avez dit, notamment ce qui concerne limiter l'avion, changer de véhicule. Si ce sont des réformes si consensuelles, comment expliquer qu'en France, on ait vu une telle polémique, par exemple, sur les jets privés? Et surtout, on a vu que le gouvernement n'avait vraiment aucune envie d'y aller, aucune envie de le réglementer. Comment vous l'expliquez? Alors ici, dans ces enquêtes, on essaye vraiment de comprendre comment pensent les citoyens. Et on voit bien qu'il y a des opinions différentes, donc il y a des différences par niveau de revenu, par mode de vie, par niveau d'éducation. Mais effectivement, il y a ces consensus assez forts autour de certaines politiques qui sont perçues et efficaces et comme progressives. Après, pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qui est adopté par le système politique? C'est une question un peu différente. Mais on souligne également l'importance de bien en fait expliquer les effets de ces politiques. Et donc, s'il y a des politiques qui sont mal comprises, c'est quelque chose qu'on peut absolument améliorer. Mais à nouveau, c'est peut-être une question un peu différente. Pourquoi le système politique même n'adopte pas des politiques qui sont en fait très bien soutenues par les citoyens? Je comprends. Vous avez aussi dit qu'à l'inverse de ces politiques consensuelles qui n'ont pas lieu, il y a des réformes beaucoup plus difficiles à mettre en place, ce qui touche peut-être à la vie privée, à l'alimentation, le corps. On voit dans vos graphiques que l'Italie et l'Inde sont les rares pays qui accepteraient une réforme disons une interdiction ou au moins une régulation de la consommation de viande et une régulation de l'élevage bovin. Alors l'Inde, je pense qu'on peut comprendre un peu, mais l'Italie, est-ce que vous avez des pistes, des hypothèses pour expliquer cette spécificité qu'on retrouve d'ailleurs, si j'ai bien regardé vos graphiques, sur beaucoup d'autres questions? L'Italie est les Italiens sont spécialement enclins à des réformes en matière climatique, environnementale? Oui, les Italiens font partie des pays en Europe, avec l'Espagne aussi, qui sont en fait qui soutiennent beaucoup d'actions climatiques. Peut-être un peu surprenant, les pays qui soutiennent le moins l'action climatique en Europe, c'est en fait la France, l'Allemagne et le Danemark. Et donc, bien sûr, c'est difficile d'expliquer les différences entre pays, comme il y a plein de facteurs qui peuvent jouer un rôle, mais on voit clairement cette différence-là. Et pour l'agriculture, c'est intéressant parce que il y a des politiques qui sont plutôt encourager l'agriculture soutenable, et ça c'est relativement populaire, ou bien interdire
l'agriculture bovine intensive, ça reste relativement populaire aussi. C'est-à-dire si c'est une interdiction sur ce type d'agriculture qui peut en fait peut-être protéger l'agriculture traditionnelle, il y a pas mal de soutien pour ça. Mais s'il s'agit d'enlever les subventions pour l'élevage bovin en général, pour essayer de réduire ça en général, ou alors avoir une taxe sur la viande bovine ou sur l'élevage bovin, ça c'est pas accepté presque dans aucun des pays qu'on voit ici. Est-ce que vous accepteriez de dire quelques mots sur la taxe carbone européenne qui a été votée au mois de juin 2022 et qui devrait être mise en œuvre en 2027, si j'ai bien compris? C'est une taxe qui ne concerne pas toutes les importations, elle ne concerne pas les produits finis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le système qui a été choisi par les Européens? Alors, il y a beaucoup de choses importantes qu'il faut bien sûr régler avec une taxe carbone. Quels produits sont affectés, comment on traite les importations. Donc c'est assez compliqué. Une des choses qu'on a faites en fait avec certains des auteurs de cette étude, c'est d'écrire une note pour le Conseil d'analyse économique sur en fait des recommandations qui sont basées sur notre enquête. Et une des recommandations très très importantes, c'est le bon séquençage des politiques. C'est-à-dire, surtout avec les prix d'énergie actuels, c'est simplement pas le moment d'avoir une taxe carbone. Maintenant, c'est clair, au contraire, il faut aider les ménages à pouvoir faire face à ces coûts d'énergie et surtout les aider à commencer à faire la transition vers des modes de vie bas carbone, surtout pour les équipements ménagers et les voitures. Ce qui prend du temps, mais c'est quelque chose qu'il faut aider, c'est-à-dire subventionner, donner des aides financières, surtout aux ménages à bas revenus et vulnérables. Et c'est quelque chose qu'il faut commencer tout de suite, afin que dans le futur, quand il y aura des taxes carbone qui sont annoncées à l'avance et que les prix de l'énergie augmenteront à nouveau, les gens sont prêts à faire face, car ils ont ces énergies de substitution, ils ont ces moyens de substitution vers des énergies vertes et bas carbone. Et donc, ce séquençage, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que ça ressort de façon très très claire et c'est quelque chose qui est pris en compte quand les taxes carbone sont annoncées pour le futur ou annoncées sur une trajectoire croissante et que dans la période qui précède ça, il y a beaucoup d'aides ciblées pour aider à la transition justement. Donc il ne faut pas interpréter ce délai comme de la paresse de l'Union européenne, mais au contraire une bonne manière de mettre en place une politique ambitieuse, on espère. On va continuer cette table ronde avant de revenir peut-être dans des questions peut-être qui vous seront adressées, Stéphanie Stancheva, au cours des discussions suivantes. Pour l'instant, on voudrait vous entendre, Yann Algan, sur la question de la confiance, puisque on a compris avec Stéphanie Stancheva que la crise climatique impose des réformes importantes qui, pour être acceptées, doivent être efficaces, justes, indolores si possible. La question de la confiance, c'est une des premières manières de faire accepter une politique publique. Et je crois que vous avez prévu de nous parler de l'apprentissage, en fait, de cette confiance et donc de la coopération dans l'éducation. Yann Algan, on vous écoute. Merci beaucoup. Enchanté et vraiment très heureux d'être parmi vous. Donc je ne sais pas si je peux prendre la petite zapette qui est juste là, si elle est active. Excuse-moi, merci beaucoup. Très bien. Donc mon propos est surtout effectivement d'insister sur le rôle de la confiance qu'ont les citoyens dans les politiques, dans les institutions, dans les gouvernements qui les mènent, ou dans les acteurs qui les mènent. Mais aussi la confiance qu'ils peuvent se porter les uns les autres. Stéphanie a parlé des problématiques de redistribution, d'inégalité, d'équité. C'est sûr que ce sont des points absolument fondamentaux. La confiance est vraiment au cœur de la confiance dans les institutions, dans les entreprises, dans les experts, est vraiment au cœur de l'acceptabilité des politiques. On en a eu un exemple avec la crise de la Covid-19 où des millions de citoyens ont dû se coordonner entre eux, ont dû faire confiance aussi à des scientifiques, à des gouvernements pour pouvoir, d'une certaine façon, limiter leur propre liberté individuelle. Ce sera la même chose avec la crise climatique. C'est clair que la confiance que vous avez dans les experts ou dans les gouvernements, là, est absolument clé. Et on a eu un papier, notamment avec Stéphanie, sur ce point, qui montrait que en début
début de crise Covid, vous aviez énormément d'hétérogénéité dans la confiance dans les différentes institutions et dans les différents gouvernements. Je vous donne un exemple ici sur le graphique. Donc pour vous, c'est le graphique de gauche, où vous voyez que la France avait un très très faible niveau de confiance initiale dans le gouvernement. Et en fait, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou comme le Royaume-Uni, et en fait, quand on essaye de mesurer les différences de performance dans la gestion de la crise entre les pays, on s'aperçoit que ça a joué un rôle très important. Et un rôle encore plus important, ça a été la confiance dans les experts. Lorsque vous défiez vraiment des experts ou du conseil scientifique, vous aviez beaucoup moins d'incitation à accepter certaines politiques de confinement. Donc ça, c'est la confiance dans les institutions. Elle se gagne. Il faut que les politiques soient efficaces, que les politiques soient aussi transparentes, soient équitables. C'est les points qu'a développé Stéphanie. Il y a d'autres problématiques sur l'accountability, sur la responsabilisation. J'imagine que Neil en parlera. Mais il y a une autre partie de la confiance qui est souvent moins appréhendée, qui est la confiance dans les autres. Et ça, c'est un point qu'on a beaucoup développé dans un livre, notamment avec Elisabeth Besley et Martial Foucault sur les origines du populisme, qui montre que, en règle générale, il y a un rejet des politiques assez fort dans tous les partis anti-système, pour des bonnes et mauvaises raisons. Il ne s'agit pas là de juger. Et ce rejet est fondé surtout sur une très grande défiance dans les institutions. Mais ce qui distingue énormément les partis anti-système de gauche et les partis anti-système de droite, c'est le niveau de confiance dans les autres. Si vous regardez le niveau de confiance dans les autres, dans les électeurs de Trump, de Boris Johnson, de Frères d'Italie ou de la Liga ou pareil du Rassemblement national, en fait, ce niveau de confiance est très très faible. Et ça soulève une vraie question, c'est comment est-ce que vous voulez soutenir potentiellement des politiques redistributives? Comment est-ce que vous voulez vous engager dans des projets un peu universalistes ou des politiques de lutte contre le réchauffement climatique si vous pensez que les autres, de toute façon, ne respecteront pas les règles, utiliseront à mauvais escient la redistribution, ou eux-mêmes ne limiteront pas ou prendront des jets privés, etc. Vous voyez, si on est dans une société aussi polarisée, c'est très très difficile de créer de l'universel, c'est très très difficile de créer un sentiment de coopération et d'accepter des mécanismes de redistribution, et donc petit à petit de faire accepter les politiques. Donc comment est-ce qu'on sort de ce manque de confiance dans les autres? C'est une question assez difficile. Il y a on peut avoir des interventions. Il y a des causes qui sont structurelles. Je vais juste vous évoquer un point qui, moi, me tient à cœur et qui m'inquiète justement sur la capacité à pouvoir recréer des politiques publiques communes. C'est la problématique de la solitude. Si la confiance dans les autres est si faible en France, mais plus généralement décline dans les pays occidentaux, c'est très lié à nos sociétés post-industrielles, qui sont des sociétés où on est passé un peu de sociétés de classe à des sociétés de masse ou à des sociétés d'individus isolés. On est seul au travail. Si vous prenez l'exemple des Gilets jaunes, l'essentiel des Gilets jaunes étaient des personnes qui étaient pas du tout dans les entreprises industrialisées avec une forte syndicalisation. C'était des personnes qui étaient plus dans des soit chauffeurs routiers, aides-soignants, mais aides-soignants dans le privé. C'était des personnes qui étaient et la société numérique ou société de service, c'est une société où vous êtes seul au travail. On est seul aussi dans les territoires désindustrialisés. Vous avez en particulier un très très beau livre d'Angus Deaton sur Mourir de désespoir, qui vous montre comment les électeurs trumpistes sont des électeurs qui sont vraiment isolés, seuls et victimes et qui se suicident, avec une espérance de vie qui ne cesse de baisser aux États-Unis. Et je veux vous en transcrire juste un exemple dans le cas français, en vous représentant ici des tableaux sur dans quelle mesure les Français se sentent appartenir à un destin collectif. C'est en particulier le tableau de gauche où vous demandez dans quelle communauté vous appartenez. Si vous posiez la même question il y a encore 20 ans, vous aviez bien sûr une polarisation forte.
Vous aviez des oppositions sur les politiques qui étaient acceptables ou pas. Mais vous aviez on est à la Bourse du Travail, la CGT était là, le Parti communiste est là, les mondes ouvriers appartenaient à une classe, vous aviez des partis qui étaient capables de faire aussi des compromis, de synthétiser. Le Parti socialiste faisait le compromis entre les ouvriers et les enseignants. Les partis plus de droite faisaient le compromis entre les paysans, les artisans et la bourgeoisie. On arrivait à faire des plateformes. Force est de constater que les partis ont complètement explosé. Parce que quand vous regardez les dernières élections, vous prenez les élections italiennes, vous prenez les élections françaises, pratiquement aucun candidat ne vient de parti établi. C'est très difficile de mettre des plateformes communes pour porter des politiques. Et c'est d'autant plus difficile qu'en fait, lorsqu'on interroge les citoyens s'ils ont l'impression d'appartenir à une communauté, en fait, la réponse maintenant est majoritairement non. Et c'est ça qui est surtout frappant ici. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait, on vous demande dans ce tableau, en fonction de vos différentes appartenances politiques, si vous vous sentez appartenir à une communauté. Et c'est la catégorie, la dernière, aucune, avec 58 personnes qui ont l'impression de n'être dans aucune communauté. Donc c'est comment est-ce qu'on porte des politiques publiques et on les fait accepter et on arrive à créer des plateformes communes maintenant, dans ce cadre-là. Ça devient assez difficile. D'ailleurs, à tel point que ça commence à être théorisé, la règle des 25%. Maintenant, quand vous voulez gagner une élection, ou quand vous voulez essayer de faire passer des projets à l'Assemblée nationale en France, par exemple, mais il vous suffit de conquérir 25%. Et c'est des blocs opposés les uns aux autres, et non plus des blocs majoritaires. Et bon, on en a un exemple à l'heure actuelle dans la difficulté de trouver des compromis à l'Assemblée nationale française. Donc, il y a plein de façons. Là, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, vous inquiétez pas, on peut aussi faire accepter des politiques, mais il y a quand même un problème sous-jacent derrière qui est très fort, surtout dans un contexte d'urgence climatique où il va falloir qu'on arrive tous vraiment à pouvoir coopérer et se projeter sur un projet qui appelle à la mobilisation de tous. Donc il y a de très nombreuses initiatives, notamment de l'OCDE avec Trust Lab, Neil va en parler aussi sur comment est-ce qu'on arrive à renforcer cette acceptabilité à partir du fonctionnement des gouvernements. Vous avez de nouvelles enquêtes, des nouvelles mesures pour comprendre l'acceptabilité avec ce que vient de vous montrer Stéphanie. Moi j'aimerais juste vous faire un petit focus sur l'éducation. Donc c'est un peu du long terme, mais en disant que si on veut vraiment lutter contre ce sentiment de solitude ou cette difficulté à se projeter dans des projets collectifs, de politique collective, en fait, il faut apprendre à coopérer dès le plus jeune âge. Et je vais vous citer juste un point en insistant sur une partie de l'éducation qui est sur les compétences socio-comportementales. Je prends juste un petit pas de côté sur la situation française, dans l'école française actuelle. Donc, il y a quand même 2 points d'inquiétude. Le premier point, c'est bien sûr l'échec scolaire très fort de jeunes. Plus de 100 000 rentrent sur le marché du travail sans diplôme, ou en tout cas sortent du système éducatif sans diplôme. Il y a la question du niveau, des compétences cognitives aux compétences académiques. Il y a une vraie rupture maintenant, en particulier en mathématiques. La France, en 20 ans, est passée sur des enquêtes telles que l'enquête Teams de la 7e à la 17e place de pays de l'OCDE sur 18, et ça touche tout le monde, toutes les catégories, pas juste... pendant très longtemps, il y avait ce mythe qu'on avait toujours nos French Genius, nos Médelfi, qui n'étaient absolument pas affectés. Mais même la tête a un niveau qui baisse. Donc bien, et il faut voir comment est-ce qu'on arrive à renforcer ces compétences cognitives. Mais moi, mon point, c'est de dire qu'il faut aussi vraiment développer, dès le plus jeune âge, des compétences sociales. Il faut apprendre à coopérer. Autrement, vous n'arriverez pas à coopérer ni dans les entreprises pour faire avancer des réformes et des changements sociétaux, ni à coopérer dans la sphère publique entre les citoyens et les gouvernements. Et là, la France a vraiment une spécificité sur les problématiques de coopération à l'école. Je vous montre juste ce graphique qui est tiré de l'enquête PISA 2018, où vous avez un indice de coopération. On interroge les élèves sur avec quelle fréquence ils travaillent en groupe, avec quelle fréquence ils font confiance
à leurs camarades, ils se sentent appartenir à l'école, ils font confiance à leurs professeurs, mais aussi leur capacité à résoudre des problèmes collectivement. D'accord ? Et là, en fait, c'est votre graphique tout en haut. Vous avez le classement. Si c'est positif, ça veut dire que vous avez des capacités à coopérer au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Si c'est négatif, c'est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Et ben, la France, faut le chercher vraiment tout en bas. C'est en rouge foncé. C'est-à-dire, on n'est pas dans la moyenne, on n'est pas avant-dernier, on est dernier. Vraiment. Et ça, c'est un vrai problème pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ces compétences sociales, elles sont essentielles pour la réussite scolaire et l'insertion professionnelle. On a fait, c'est ce que j'appelle un peu le triple dividende. Premier dividende, c'est sur la réussite scolaire et l'insertion professionnelle. Je vous cite juste un exemple d'un papier qu'on a fait récemment avec des psychologues canadiens sur une expérimentation à Montréal au début des années 80 sur des jeunes enfants qui manquaient vraiment de compétences sociales. Certains d'entre eux avaient en particulier été issus de milieux très défavorisés, avaient souvent été violentés, donc avaient du mal à interpréter les intentions des autres, ou en tout cas les interpréter toujours à mauvais escient. S'ils se faisaient bousculer dans la cour d'école, par accident, tout de suite, ils le prenaient comme un acte volontaire d'agression. Donc, ces psychologues ont travaillé sur une enquête randomisée, c'est-à-dire avec tout un groupe, ils ont suivi vraiment du coaching sur des compétences sociales, sur la façon dont on arrivait à prendre la perspective de l'autre, l'empathie, sur la façon dont on arrivait à travailler en groupe dans le sein de la classe. Et puis, les autres avaient une instruction habituelle, c'est-à-dire, en général, étaient renvoyés et allaient chez le principal, si vous voulez. Et on les a suivis jusqu'à l'âge de 40 ans. On a regardé l'impact ensuite qu'avait eu cette intervention, non seulement sur leur capacité à réussir leur hausse de niveau de confiance, ça c'est mon graphique de gauche, où leur confiance a énormément augmenté, mais surtout sur le graphique de droite, on voit l'impact sur leur probabilité, par exemple, d'avoir reçu le baccalauréat. C'est la partie en vert. Sur la gauche, c'est le groupe traité, les jeunes qui ont été traités, et sur la droite, c'est le groupe de contrôle. De la même façon, sur l'insertion professionnelle, elle a été beaucoup plus forte. Deuxième point très important, c'est le deuxième dividende, c'est que ça a un impact aussi sur le marché du travail et l'organisation des entreprises. On est de toute façon dans des sociétés, notamment dues au numérique, où beaucoup de professions sont automatisées. Celles qui sont valorisées vont être les compétences sociales, de management, votre capacité à négocier, votre capacité à coopérer avec les autres, qui ne sont pas encore remplacées par l'ordinateur. Mais plus généralement, au sein de l'entreprise, des entreprises, lorsque vous êtes dans des pays ou dans des localités où il y a beaucoup de confiance, vous avez des organisations beaucoup plus horizontales, beaucoup plus collaboratives, beaucoup plus de dialogue social et beaucoup moins conflictuel. Mon troisième point, et c'est le dernier dividende, c'est que vous avez un impact aussi vraiment sur la démocratie, sur la résilience de nos sociétés, et je conclus par ce par quoi j'avais commencé, c'est que vous avez beaucoup d'études qui montrent qu'ensuite, en intervenant très tôt sur ces compétences sociales, en fait, les jeunes qui les reçoivent sont beaucoup plus impliqués dans la vie associative, beaucoup plus impliqués dans la vie démocratique et sont beaucoup plus capables de faire des compromis. Ça ne veut pas dire qu'ils acceptent n'importe quelle politique, mais au moins, ils sont engagés pour en discuter. Et ce sera ma conclusion, c'est de dire que on a des leviers d'action. Il y a maintenant de très nombreux programmes qui essayent de développer ces points. En particulier, on a lancé des expérimentations dans l'Académie de Paris et de Versailles, Motive-Action, où les professeurs sont formés eux-mêmes à ces méthodes pédagogiques de faire travailler les jeunes en groupe. Parce que c'est facile de dire, allez, travaillez en groupe, vous avez des classes de 40, mettez-les en groupe et puis vous trouverez la solution. On voit bien qu'il y a des gestes pédagogiques derrière et on est en train d'évaluer les résultats. Ce sera peut-être pour les prochains JICO, mais c'est juste pour insister sur le fait que maintenant, on a des propositions, on a des solutions, notamment dans le domaine éducatif, pour développer la coopération. Merci. Et c'est une très bonne nouvelle, évidemment.
Merci beaucoup Yann Algan. Donc j'entends aux applaudissements que votre intervention a beaucoup intéressé le public. Je ne comprends donc pas pourquoi le public ne pose pas de questions, notamment tous les jeunes que je vois à ma droite et qui devraient être intéressés, j'imagine, quand même par ces questions scolaires, d'apprentissage. Moi, j'avais quand même une question à vous poser, Yann Algan, en attendant que j'essaye en attendant que quelqu'un réussisse ce miracle. Vous dites que la France est spécialement mal classée en matière, finalement, en matière de coopération. On n'apprend pas ça jeune, on n'apprend pas après. Dans l'entreprise aussi, c'est très vertical. Est-ce que ce culte de la compétition, qui est un peu derrière, vous le mettez sur le dos, je sais pas moi, du culte de la concurrence ou sur celui de la méritocratie? Enfin, je me suis demandé si on pouvait faire un lien. C'est sûr que tant qu'on aura un système vraiment basé uniquement sur la méritocratie et la compétition, ce sera très très difficile de créer de la coopération, en particulier dans le système scolaire. Je vous donne juste un exemple. On a été, lorsqu'on travaille donc là dans ce nouveau programme Motivation avec des milliers de jeunes donc on forme des professeurs de CP à travailler sur ce qu'on appelle des structures micro-coopératives. Donc ils doivent apprendre aux élèves, par exemple, à former des phrases ensemble. Alors toi tu fais le sujet, toi tu fais le verbe, toi tu fais l'adjectif. Ils apprennent qu'ils ont besoin de chacun pour faire une phrase, ils sont obligés d'écouter les autres. Ça vous paraît très bête, mais en fait, c'est le début, lorsque vous découvrez ne serait-ce que le français, l'apprentissage, et bien vous l'apprenez en groupe. En fait, où vous avez des jeux de ping-pong, chacun doit lire une phrase et écouter l'autre, et puis après intervenir. Ça change complètement la posture du professeur, qui est là qui voit vraiment des dynamiques de groupe. Mais c'est sûr que à chaque fois, ce que nous disent les professeurs, dire mais vous êtes bien gentil avec votre évaluation, avec votre expérimentation, mais en même temps, nous on a des évaluations nationales, on a des notes, il faut absolument qui sont toujours basées sur des problématiques plus individuelles, et donc effectivement là, on rentre vraiment en conflit. Donc nous, dans nos expérimentations, on change aussi la manière un peu d'évaluer, de donner peut-être beaucoup plus sur des feedbacks, de pas ce qu'on appelle des évaluations formatives qui sont pas pour donner des notes tout de suite, mais beaucoup plus sur ce qu'on appelle des feedbacks, la culture un peu des retours, de la façon dont vous célébrez aussi un peu les succès et les compétences acquises. Donc votre question, on la mesure, vous avez raison, il suffit pas d'avoir une baguette magique en appuyant uniquement sur un bouton, il faut aussi vraiment, c'est une réforme vraiment après un peu structurelle du système éducatif. Et est-ce qu'il faudrait supprimer les grandes écoles, Yann Algan? C'est la conclusion mais aussi. Je sais pas, est-ce que je suis enregistré là? Pas du tout. Il n'y a personne d'ailleurs. En tout cas, il faut plus de coopération entre les grandes écoles et l'université. Écoutez, je sais qu'il y a des questions qui nous attendent. Alors, ce que je vous propose, c'est que je passe la parole à Neil Martin. Et comme ça, à la fin des interventions de tous nos intervenants, on pourra prendre le temps de revenir sur les questions qui, j'espère, seront plus lisibles sur ma tablette. Donc, en attendant, je vous passe la parole, Neil Martin, et aussi, peut-être, voilà, de quoi nous présenter votre PowerPoint. Vous êtes à l'OCDE, je l'ai dit, finalement, votre rôle, ce serait un peu de faire remonter toutes les bonnes pratiques que Stéphanie Stancheva et Yann Algan nous ont expliquées, puis après de les mettre dans la tête des décideurs politiques, je sais pas, ou des concepteurs de réformes. Vous allez nous dire. Écoutez, bonjour. Moi, j'ai la lourde tâche de succéder à deux présentations qui ont été aussi riches qu'éclairantes. Et pour essayer de retenir votre attention un petit peu plus longtemps, je vais vous proposer une perspective exactement dans la lignée de ce que proposait Marguerite, à savoir que je vais, dans un premier temps, vous donner un aperçu de la manière dont une organisation internationale, ici l'OCDE, aborde les questions d'économie politique et d'acceptabilité publique des réformes. Et dans un second temps, vous présenter une initiative en cours
le groupe expert sur les nouvelles mesures de l'acceptabilité publique des réformes. Je sais, on aurait pu trouver beaucoup mieux, beaucoup plus court. Mais l'intérêt de ce groupe expert, en plus du fait que Yann en fasse partie, c'est qu'il illustre en fait le lien que l'OCDE peut contribuer à faire entre d'une part les perspectives ouvertes par les avancées de la recherche et de l'autre côté le travail des administrations publiques et toute la sphère de la décision publique. Donc pour commencer, je vais vous donner quelques points de rappel, en gros, sur le travail de l'OCDE. Donc l'OCDE émet des recommandations sur la manière de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques dans différents domaines. Pour ce faire, elle évalue leur impact sur le bien-être des citoyens, mais elle s'appuie également sur une approche comparative et internationale qui vise à identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas et à en dégager des leçons générales et transférables à partir des bonnes pratiques qu'on va ensuite essayer de proposer aux autres pays pour qu'ils puissent les appliquer. Les questions d'économie politique, elles sont liées en fait à cette approche comparative et internationale. Et c'est dans notre travail, en tout cas, c'est à ce niveau-là qu'elles entrent en jeu. Parce que pour comprendre ce qui est transférable dans l'expérience d'un pays, il faut aussi pouvoir déterminer ce qui est spécifique et particulier à ses conditions nationales. En somme, il faut pouvoir comprendre non pas juste ce qui marche, mais le où, le quand, le comment et le pourquoi de ce qu'il marche. Il y a deux manières en fait d'aborder les questions d'économie politique. Une première approche qui est plus classique et plus minimale, qui consiste en fait essentiellement à côté des recommandations qu'on peut faire, d'essayer d'évaluer leurs conséquences sur le plan politique, par exemple en regardant leur impact sur différentes populations et en regardant ensuite le poids électoral qu'ont ces populations et donc pouvoir dire aux décideurs publics non, ça c'est décidément pas une bonne idée pour vous. Cette perspective, enfin cette approche plus classique et minimale, elle regarde aussi les questions de mise en œuvre, c'est-à-dire donc quelles sont les parties prenantes, quelles sont les institutions, en gros pays par pays, et de voir comment on peut adapter. Donc en fait, cette approche minimale, elle s'occupe essentiellement aux questions du comment ça marche. Mais à côté de cette approche, il y a une approche plus profonde, si vous voulez, des questions d'économie politique, qui pose la question de l'encastrement des politiques publiques dans leur contexte socio-historique et culturel, pour essayer de comprendre ce que les politiques publiques doivent à leur cadre national et dans quelle mesure elles en dépendent. Donc dans cette deuxième approche, c'est moins la question du comment ça marche que la question du pourquoi ça marche qu'on se pose. Et là, vous le voyez peut-être déjà s'esquisser, le lien avec les questions du changement social est déjà plus évident. Dans cette optique, là encore, les sciences comportementales et les méthodes expérimentales nous offrent des ressources précieuses justement pour approfondir ce type d'approche. Elles permettent notamment d'apporter un éclairage sur les perceptions et les attitudes vis-à-vis des politiques publiques qui peuvent nous permettre, et donc aux décideurs publics aussi, de mieux comprendre le côté de la demande de réforme, c'est-à-dire comment est-ce que les enjeux sont perçus par les citoyens et à quelles conditions en fait ces politiques sont-elles acceptables pour les citoyens. Donc ça nous permet, si vous voulez, d'éclairer et de nous poser la question des conditions de l'acceptabilité publique. Donc là, la deuxième question qui est pourquoi se poser cette question de l'acceptabilité publique dans le contexte plus spécifique des inégalités. Pour nous, il y a au moins 3 raisons. L'OCDE a fait beaucoup de travail sur les aspects objectifs des inégalités, c'est-à-dire les tendances, les causes et conséquences des inégalités, les déterminants des inégalités.
Et pour nous, donc, regarder le côté de la demande, c'est une étape et une continuité logique, en fait, parce que ça nous permet de nous demander, en fait, comment est-ce que les gens font l'expérience des questions d'inégalité, comment est-ce qu'ils les perçoivent, comment est-ce qu'ils forment leur point de vue, justement, sur ces questions-là, et plus loin, comment est-ce qu'ils évaluent les politiques chargées de réduire les inégalités et comment est-ce qu'ils y réagissent. Il y a d'autres raisons. Une, c'est que la question de la demande est aussi, en fait, elle intéresse aussi les décideurs publics. Donc, on a un rapport qui a été sorti l'année dernière et qui s'appelle « Les inégalités comptent-elles » et qui traitait justement cette question-là. Il a été commandé justement par nos pays membres. La troisième raison, c'est que, étant donné l'état de la recherche et puis aussi l'éclairage qu'on peut en tirer sur les principes d'équité à travers lesquels les gens évaluent les politiques publiques, la question des inégalités, des politiques de redistribution et des politiques sociales, c'est vraiment un des meilleurs champs pour se poser cette question de l'acceptabilité publique. Donc, pour rendre ça un peu plus concret, je vais vous présenter très rapidement quelques-unes des conclusions majeures tirées du rapport « Les inégalités comptent-elles ». Tout d'abord, le rapport confirme que les perceptions ne sont pas des erreurs, ce n'est pas juste des impressions. Là où on a vu les inégalités de revenus augmenter le plus au cours des 30 dernières années, on a aussi vu les préoccupations des citoyens s'accroître le plus. Donc les perceptions capturent quelque chose de réel. Un deuxième point intéressant à noter, c'est qu'on observe une dispersion croissante des perceptions. Les différences de point de vue sur les écarts entre revenus sont beaucoup plus larges aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. C'est ce que vous voyez sur le graphique à l'écran qui vous montre la moyenne pour 8 pays OCDE de l'écart perçu entre haut et bas revenus. Donc sur la ligne du bas, vous voyez que à la fin des années 80, début des années 90, l'immense majorité des répondants, 80% en fait, percevaient l'écart entre haut et bas salaire à l'intérieur d'un créneau très restreint. Donc il y avait un grand degré, pas un grand degré de désaccord, si vous voulez. Quand on arrive, barre du milieu, à la période de la crise financière, vous voyez que cet écart a explosé. Et il s'est à peine réduit, en fait, pour nos données les plus récentes, qui sont la ligne du haut. Un autre point intéressant à soulever ici, c'est que ces différences de point de vue, en fait, sur les inégalités de revenus, elles ne sont pas expliquées par des variables socio-économiques traditionnelles. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est un creusement on a vu un désaccord croissant, si vous voulez, des différences de point de vue se creuser à l'intérieur de groupes socio-économiques, donc entre des gens qui partagent les mêmes caractéristiques, plutôt qu'un creusement entre différentes classes et différents groupes. Et ça, c'est un peu plus problématique pour nous à expliquer. Et ça nous pousse en fait à rechercher, si vous voulez, à creuser ces mesures subjectives aussi, parce qu'on se rend bien compte que les variables objectives ne suffisent pas par elles-mêmes à expliquer l'évolution des perceptions et des attitudes. Donc il y a besoin de combiner les deux si on veut comprendre. Pardon. Voilà. Un autre point que je voulais soulever sur la nature, parce que je vous parlais du désaccord croissant en matière de perception des inégalités. Quand on regarde de plus près la nature du désaccord, on observe qu'il porte en fait moins sur l'objectif à atteindre, c'est-à-dire sur le niveau idéal d'inégalité et sur le type de société auquel on veut aboutir, et plus sur la perception de nos sociétés actuelles et de la mesure dans laquelle elles s'écartent ou non en fait de cet idéal.
Pour le comprendre, il faut regarder en fait le contraste entre les deux panneaux. Sur le panneau de gauche, en fait, vous avez la manière dont les gens perçoivent les inégalités dans leur société. Et là, dans une perspective de comparaison entre pays, vous voyez qu'il y a de grandes différences. En gros, pour le lire, plus le vert est foncé, plus c'est inégalitaire. Donc la barre de gauche, c'est la moyenne en fait des pays OCDE. Au milieu, vous avez un pays plus égalitaire, la Norvège, et à droite, un pays plus inégalitaire, le Mexique. Par contre, sur le panneau de droite, ce qui est mesuré, c'est la distribution idéale. C'est le degré, en gros, le degré d'inégalité que les gens souhaiteraient. Et là, vous voyez qu'il y a une grande homogénéité et une forte préférence pour des sociétés égalitaires. Voilà. Donc, en passant maintenant rapidement à la deuxième partie de la présentation, donc ce que vous avez vu, c'est la base en gros de ce qu'on a trouvé à travers ce rapport. On a mis en place un groupe expert en fait pour approfondir et prolonger ce travail sur les perceptions, les attitudes et essayer de mieux comprendre en fait ce qui les détermine. Donc, sur la composition de ce groupe expert, juste 2 points très rapides à retenir. Son caractère interdisciplinaire, puisqu'il fait travailler côte à côte des économistes, des politistes et des sociologues, souvent avec des spécialisations dans les sciences comportementales en plus, et aussi sa complémentarité, puisqu'il regroupe des experts venus du monde universitaire, venus d'organisations internationales, mais aussi venus d'administrations publiques. Donc, le travail de ce groupe expert est en 3 étapes. On a d'abord cherché à définir, et à développer un cadre conceptuel plus solide pour guider l'analyse. Et donc, là, ce qu'on a fait, là, vous voyez à l'écran, en fait, simplement la visualisation finale de notre cadre. Mais notre point de départ, c'était le modèle plus simple en fait et plus standard qui était utilisé dans le rapport et qui lui n'avait que 2 parties. Il regardait d'un côté ce qui était perception des inégalités et de l'autre côté préférence pour les politiques publiques. Donc vous aviez le bloc bleu, inégalité, et le bloc orangé, politique publique. Une des manières dont on a étendu ce modèle, c'est qu'on a rajouté un 3e bloc, le bloc vert, société, qui recoupe en fait la dimension sociale contractuelle des inégalités. Cette dimension est importante en fait à prendre en compte, parce que par ce biais-là, on peut faire entrer dans l'analyse des éléments qui manquaient, notamment les effets que certains éléments structurels ont sur les attitudes envers les inégalités, même si ces éléments structurels ne rentrent pas strictement parler dans le champ des politiques de redistribution ou des politiques sociales. Parmi ces éléments, on retrouve par exemple les phénomènes de racialisation des questions liées à la redistribution ou l'accès à la protection sociale, notamment par le biais de des problématiques liées à l'instrumentalisation de l'immigration, qui est un thème sur lequel Stéphanie a travaillé. On trouve aussi le rôle de la coopération interpersonnelle et l'évolution des normes de réciprocité, normes de coopération qui la sous-tendent, qui est le travail qu'a exposé Yann et en gros sur lequel Yann a beaucoup travaillé. Et de ce point de vue, je pense que ce modèle avec 3 blocs est intéressant parce que s'il y a une absence de soutien pour des politiques de redistribution, des politiques sociales, ça peut être lié d'une part à la manière dont les gens perçoivent les inégalités, ça peut être lié à la manière dont ils évaluent les politiques chargées de les réduire, en termes d'efficacité ou d'équité, comme proposé par Stéphanie dans le cadre du changement climatique, mais ça peut aussi être lié à la façon plus large dont ils perçoivent la société et les obligations que l'on a les uns par rapport aux autres en tant que citoyens,
qui est grosso modo la problématique du contrat social. Donc, après avoir établi ce cadre conceptuel, la deuxième étape, c'est en fait de l'opérationnaliser en définissant des indicateurs, ce qui va servir pour les décideurs publics. Là, vous pouvez voir, le groupe expert a émis une série de recommandations en matière de mesure, notamment sur l'importance de collecter des données sur les perceptions, mais aussi sur l'importance de combiner ces données d'enquête avec d'autres types de données, notamment des données administratives, qui peuvent nous donner une vision plus claire des conditions de vie, en fait, des personnes dont on est en train de regarder et de mesurer les perceptions et les attitudes. Donc vraiment, une recommandation forte, c'était d'aider de combiner les deux. Et là, justement, l'OCDE a potentiellement un rôle en termes d'harmonisation des données ou d'intégration des différentes sources. Le groupe expert nous a aussi donné une stratégie d'identification de facteurs clés qui est basée un petit peu sur les conclusions qu'on avait sur la nature du désaccord. Donc, on se fonde à la fois sur la manière dont le statu quo est perçu et puis sur la manière dont les politiques qui l'affectent, dans un sens ou dans un autre, sont évaluées, en utilisant le fait, là encore, que pour différents types de politiques, différents principes en fait, d'équité sont utilisés pour les évaluer. Un troisième élément qui est assez intéressant, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de le développer, donc je garderai peut-être ça pour les questions, c'est le problème de l'endogénéité, qui est un problème technique, mais qui, dans ce contexte-ci de l'acceptabilité publique, renvoie à quelque chose en fait d'assez réel. Parce que quand on a affaire à des modèles nationaux et qu'on les regarde de manière concrète sur le terrain, on se rend compte qu'on a des ensembles de politiques, d'institutions et d'attitudes qui ont évolué de manière conjointe, qui sont adaptées les unes aux autres et qui bien souvent se codéterminent. Donc, de ce point de vue-là, ça pose un problème à la fois analytique, comment est-ce qu'on les délie, mais surtout, ça pose un problème, en fait, pour la décision publique, qui est de savoir quoi faire et comment aborder ces modèles. Est-ce qu'il faut les prendre comme des contraintes dures, donc et travailler à l'intérieur du cadre du modèle, ou au contraire, si on veut les changer, ça pousse les décideurs publics à penser la réforme dans un cadre plus large, le cadre du changement social, où il faut aussi accompagner la transformation des attitudes. Donc, de ce point de vue-là, la question de l'acceptabilité publique, elle pousse les décideurs publics à s'écarter d'une vision plus naïve de la réforme, où on s'attend à ce que les attitudes et les comportements s'alignent avec ce qui est prévu, et ça les pousse à considérer une approche un peu plus profonde qui était celle dont je vous parlais au début. Donc, pour finir, on est encore en train de travailler sur les conclusions pour notre travail des activités du groupe expert. Donc, on a quelques outils, comme notamment la mise en place d'une base de données sur les perceptions qui serait complémentaire à la base de données qu'on a sur les réformes et sur les différents types de réformes. Et on a aussi engagé une réflexion sur la manière dont on peut mieux communiquer et mieux intégrer les données perceptuelles dans le processus de réforme. Merci beaucoup, Neil Martin. Alors, beaucoup de questions sur le mur, mais d'abord, il y en a une que je voudrais vous poser, Neil Martin, avant qu'on récupère les questions de l'ensemble du public, et qui s'adresse aussi bien à vous deux présents qu'à Stéphanie Stancheva. La mère des réformes, c'est évidemment la réforme des retraites. Est-ce que l'OCDE et votre groupe de réflexion, vous avez identifié une demande en matière de réforme des retraites, à défaut de pouvoir définir peut-être une méthode aussi pour le gouvernement? Est-ce que des gens ont envie qu'il y ait cette réforme? C'est pas une question qu'on s'est posée dans l'immédiat.
dans ce cas particulier précis, mais on a en fait la réforme des retraites est un des enjeux sur lesquels on a travaillé dans le passé. Notamment il y a une dizaine d'années où on regardait justement là encore avec la perspective comparative de l'OCDE comment ça marchait, enfin pourquoi ça marchait, pourquoi ça ne marchait pas. Et justement, c'est un des enjeux où il est très important en fait de repenser notre approche et de commencer par regarder comment l'enjeu est perçu par les citoyens. Parce qu'il y a, j'ai plus les références en tête, mais il y a un certain nombre de travaux qui montrent, là encore, que la manière dont les gens perçoivent leur retraite est très différente de la manière dont le perçoivent les décideurs publics, qui est souvent sous une forme d'équilibre financier. Alors que pour les gens, en fait, la retraite, c'est souvent perçu comme un droit ou comme une continuité, en fait, comme quelque chose qui est dans la continuité de leur, de leur vie active. Et donc, c'est typiquement le genre de retraite qui est difficile à faire, et je pense typiquement celle où il faut commencer par se poser la question de l'acceptabilité publique et commencer par la base en regardant comment est-ce que les gens perçoivent le statu quo, la situation, comment est-ce qu'ils évaluent les différentes propositions, les différentes mesures qui pourraient réformer les systèmes de retraite. Merci beaucoup. Il nous reste un gros quart d'heure avant la fin de la table ronde, donc l'occasion de revenir sur certains points. Stéphanie Stancheva, il y a une question qui vous concerne. J'espère que voilà, vous êtes de nouveau avec nous. Un auditeur fait remarquer que de pays en pays, on voit quand même toujours à peu près la même proportion alors il dit négationniste, de gens qui ne sont pas convaincus du changement climatique. Est-ce qu'on peut expliquer, plutôt vous avez la possibilité de décrire un peu cette catégorie des populations qui, dans chaque pays, n'a pas pris conscience de cette urgence climatique? Qu'est-ce qu'on sait de ces caractéristiques? Oui, c'est une très bonne question. Donc, on voit que, en général, dans la plupart des pays, la fraction de personnes qui soit ne pensent pas que le changement climatique est réel ou ne pensent pas qu'une grande partie du changement climatique est due à l'action humaine, cette fraction de gens est assez faible. Mais vous avez raison, il existe encore des personnes qui pensent comme ça, et c'est très corrélé avec l'affiliation politique. Donc, bien sûr, les partis politiques ont l'air différents dans tous ces pays, mais il y a un vrai effet de répondants qui sont plutôt très à droite sur ces perceptions-là. Donc, il est possible que ça fasse partie d'une narrative politique ou de la source d'information auquel on accède ces gens-là. Donc, je peux pas forcément l'expliquer plus que ça, mais ça reste une très faible partie des répondants. On comprend que probablement, du coup, les gens sont quand même influencés par une partie de la classe politique. Yann Algan, il y a une question, beaucoup de questions sur la question évidemment scolaire qui concerne tout le monde, et sur cette question de la coopération que vous nous avez expliquée. Une crainte exprimée par les auditeurs, c'est que le travail en groupe puisse faire baisser le niveau individuel. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'il existe maintenant de très nombreux travaux qui montrent l'inverse. Alors, c'est pas une question simple. Et encore une fois, si vraiment le travail en groupe avait été la solution miracle, elle aurait été mise en place depuis très longtemps. La vraie problématique, c'est comment est-ce que vous faites travailler des jeunes enfants ou des jeunes adolescents ensemble. Et ça nécessite vraiment des gestes pédagogiques dans l'apprentissage du français, des langues, des mathématiques, plutôt que des grandes injonctions. C'est un peu toujours la même remarque des enseignants en disant « mais moi j'ai une classe de 40, de 38, comment vous voulez que je fasse travailler en groupe et ça va être le brouhaha, etc. » Donc, il y a vraiment des gestes coopératifs, des microstructures sur lesquelles se sont vraiment penchés des spécialistes de l'éducation, en particulier quelqu'un qui s'appelle Cécile Bux de Lausanne. Et on a maintenant énormément d'expérimentation qui vous donne, si vous voulez, un peu une mallette
une manette pour les professeurs pour savoir comment, dans des interactions très précises, je vous donnais l'exemple, par exemple, la façon dont on fait des phrases à plusieurs, ou alors dans des jeux un peu de ping-pong, de micro-lecture, comment est-ce qu'on les fait travailler? Et là, il y a un avantage pour deux personnes, il y a des avantages pour ceux qui sont un peu en décalage, en retard, ça leur permet de se sentir encore présents dans le groupe et embarqués. Ça a un avantage aussi pour ceux qui sont un peu plus avancés, et c'est souvent ça la crainte, est-ce qu'on ne va pas faire baisser le niveau des plus avancés? Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que l'enseignement par les pairs où ceux qui sont avancés doivent réexpliquer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais honnêtement, enfin, moi par exemple en économie, le nombre de théories que je n'ai jamais compris, par exemple la théorie de Ricardo, j'ai mis du temps à la comprendre quand j'étais au lycée, c'est uniquement à partir du moment où vous la reformulez, vous l'expliquez à une autre personne que vous êtes persuadé d'avoir vraiment compris toute la subtilité. Donc, oui, bien sûr, si ce n'est pas encadré, si vous n'avez pas des structures pédagogiques qui permettent de vraiment embarquer ceux qui sont les moins avancés, oui, ça crée des tensions et c'est pour ça que ça n'a pas été appliqué encore maintenant comme recette miracle. Mais on sait le faire. Là, on a publié un petit livre avec Élise Huillery, je voyais qu'elle intervenait dans d'autres tables rondes qui s'appelle « Économie du savoir-être », où on insiste sur cette problématique de la coopération et sur une autre problématique qui est assez proche, qui est celle un peu du growth mindset. Ce qu'on dit, c'est que si vous voulez vraiment un peu booster les compétences socio-comportementales, il faut insister sur la coopération, il faut insister sur l'évaluation, donner beaucoup de feedback et ne pas mettre en compétition. Et puis la troisième chose, c'est le growth mindset, c'est-à-dire comment convaincre nos enfants qu'en fait, ils ne sont pas nuls par essence. Le growth mindset, ça veut dire esprit de développement. Si vous interrogez, par exemple, les jeunes Français à l'heure actuelle, on leur demandait est-ce que vous pensez que vous êtes mauvais en maths par nature, plus de 50% vous répondront oui. D'accord ? Donc, c'est sûr que c'est difficile ensuite de pouvoir vraiment faire travailler. Vous pouvez dédoubler les classes, vous pouvez rajouter des heures supplémentaires, etc. Si, dès le départ, vous êtes persuadé que vous allez vous noyer en vous jetant dans la piscine, ça va être très, très difficile. Mais il y a des techniques, là encore, pour travailler dessus, ce qu'on appelle, alors, par exemple, il y a Yojo, c'est un truc, peut-être que ça vous dit rien. Maintenant, pour beaucoup d'enfants de 6e, de CP, ça leur dit quelque chose, c'est une petite vidéo qui leur montre comment le cerveau, en fait, est un muscle. C'est-à-dire se développe, c'est pas quelque chose d'inné, de donné, mais qui se développe à force d'exercice. Petit à petit, vous avez des connexions neuronales et c'est à force de le développer que vous avez de plus en plus de connexions. D'accord ? Donc, ça s'entraîne. Et après, on l'applique aux maths et on le montre, on leur fait travailler sur 2-3 situations où ils s'aperçoivent petit à petit que oui, ça peut, on peut le muscler. Mais si vous ne changez pas le mindset dès le départ, c'est impossible. Voilà. Neil Martin, 2 questions pour vous. Une première, vraiment très brève, sur juste une présentation très rapide de l'OCDE, si vous pouvez rappeler l'institution et son rôle. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Pour le présent, enfin, il y a toute une histoire. Ça a été fondé en fait à la suite de l'OECE. Je pense que c'est ça en français. Donc, qui était une organisation chargée de mettre de gérer en fait les fonds du plan Marshall. Donc c'est une institution qui a une longue histoire et qui remonte en fait quasiment à l'après-guerre. Donc si on retourne au plan Marshall, mais en gros, c'est pas en train de marcher cette présentation historique. Donc, je vais vous donner une métaphore, ça va être plus simple. L'OCDE, la manière dont elle fonctionne, c'est comme si on était un think tank, en fait, mais on est intégré à l'intérieur des administrations de nos pays membres, qui sont 38. Donc, en fait, on a un aspect recherche, et on a un aspect aussi, comme j'ai essayé de vous le présenter, qui est apprentissage commun, donc voir ce qui marche dans tel ou tel pays et puis mettre ça en commun et le présenter aux autres pays. Et on travaille sur plein de domaines différents et
on est chacun, on est chacun en lien avec les différents ministères qui travaillent dans notre domaine. Donc nous, dans le centre WISE, par exemple, on travaille avec les instituts nationaux de statistiques et généralement avec les ministères qui s'occupent des affaires sociales. Donc en gros, je pense, s'il fallait une chose à retenir, retenez juste la métaphore. On est un think tank. On est imbriqué dans les administrations publiques de nos pays membres, ce qui fait qu'on a un peu plus, en gros, on a un canal privilégié pour harmoniser les données et aussi pour faire passer des choses auprès des administrations de différents pays. Mais en même temps, on a ça nous laisse un petit peu moins de liberté, ça nous donne une dimension un peu plus politique. La deuxième question qui vous est adressée, c'est... Enfin, c'est moi qui vous l'adresse, pour être honnête. Vous m'aviez dit que vous aviez travaillé sur la coopération, ce qui rejoint beaucoup l'intervention d'Yann Algan, c'était même votre sujet de thèse. Vous m'aviez dit aussi que c'est souvent sous-évalué, en réalité, dans les modèles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est-à-dire que Yann Algan nous explique à quel point on manque de coopération, en France tout particulièrement, que c'est un apprentissage qu'il faut développer. Est-ce que vous nous dites, rassurez-vous, on le mesure peut-être pas, mais c'est plus fort qu'on ne le croit? Oui, en fait, la science économique, quelque part, est restée relativement longtemps aveugle, en fait, ou au moins, enfin, pas aveugle, mais il y a une partie de la coopération qu'elle n'arrivait pas à détecter. On a beaucoup vu cette problématique à l'intérieur de la théorie des jeux, où justement beaucoup des prédictions utilisant des modèles standards de rationalité économique prédisaient qu'il n'y aurait aucune coopération, alors qu'en fait, dans la vie réelle et dans les expérimentations, on trouve qu'il y en avait beaucoup. Donc il y a quelque part un écart. Un des problèmes pour la science économique et pour la théorie des jeux, ça a été d'expliquer cet écart et d'où venait ce surcroît de coopération. Moi, ma thèse, c'était sur la question de la promesse. Et donc, la promesse, c'est quelque chose de très simple. Tout le monde en fait, tout le monde a une idée intuitive de ce que ça vaut, si on peut s'y fier. Si on prend les modèles les plus standards, en fait, ça ne devrait jamais marcher. Et donc, il y a eu beaucoup de recherches, notamment en théorie des jeux, pour essayer d'expliquer, de combler cet écart. Et souvent, la réponse, ça a été d'utiliser des conceptions de la rationalité beaucoup plus réalistes et donc d'intégrer des éléments venant des sciences comportementales et aussi regarder les éléments contextuels, donc là encore en tirant sur les apports de la sociologie, sur tout ce qui est normes, conventions. Et il y a un livre très intéressant là-dessus de Vernon Smith qui s'appelle Rationality and Economics, où il explique justement tout ce cheminement-là. Stéphanie Stancheva, quelle est la bonne échelle pour mener des politiques climatiques? Il y a une question qui porte sur ça. Est-ce qu'il faut réfléchir à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale, ou alors prendre en compte le fait que la France, par exemple, ne représente à l'échelle globale qu'une très faible fraction des émissions de gaz carbonique? Est-ce qu'il faut une organisation mondiale encore plus grande que l'OCDE pour gérer tout ça? Oui, c'est une très très bonne question. C'est un peu ce qui rend le problème du climat très difficile. En plus de toutes les incertitudes et les effets à long terme, c'est cette coopération globale qui est difficile parce que les actions d'un pays ont des externalités, c'est-à-dire ont des effets sur d'autres pays qui seront bénéfiques ou négatifs. Et un pays qui décide de prendre de l'action climatique va pas forcément bénéficier à 100% de ses politiques. Certains bénéfices vont être répartis à travers le monde. Et donc, c'est ça qui rend la question encore plus difficile. Dans l'enquête que je vous ai présentée, on demande en fait aux gens d'après vous, quel est le bon niveau justement pour ces politiques. Et on leur pose exactement la question du niveau régional, du niveau national, européen ou régions du monde qui sont en coopération ou alors au niveau mondial. Et beaucoup de personnes sont tout à fait conscientes que la meilleure échelle, c'est l'échelle mondiale. C'est là qu'on peut prendre les actions les plus efficaces et coordonnées. Mais malgré ça, les gens continuent à dire comme l'action globale est peut-être trop difficile et ça prendra trop de temps. Entre-temps, il faut que mon pays continue à faire des choses. Même si d'autres pays n'en font pas beaucoup ou en font moins,
les gens continuent à soutenir l'action nationale. Donc ça, c'était quelque chose qui ressortait de façon très forte. Il y a également un souci d'équité entre les pays. Donc, de la même façon que on voit ce souci d'équité très fort au sein d'un pays pour les gens à haut revenu, à bas revenu, ou les ménages vulnérables et ceux qui sont moins vulnérables, on voit aussi un souci d'équité pour les pays. Donc, les répondants des pays plus riches, par exemple, sont conscients du fait que les pays moins riches n'ont pas eu la chance de se développer de façon polluante, en quelque sorte. Et donc, aujourd'hui, on se problème de devoir et passer à de nouvelles énergies propres et continuer leur croissance. Et donc, il y a un vrai souci il faut qu'on aide les pays qui sont moins riches à faire une transition. Il faut pas qu'ils soient simplement punis et leur croissance arrêtée, alors que les pays riches ont bénéficié pendant des décennies, sinon des siècles, de la croissance tout en polluant. Et donc, il y a ce souci d'équité et presque un souci de le même droit de polluer par personne dans le monde, en quelque sorte, qui est très frappant. Vous plaidez pour une articulation des échelles, on comprend. Yann Algan, la question politique a agité le public avec une question qui est pourquoi ils n'arrivent pas, eux, à s'entendre alors qu'il faudrait que nous, au niveau social, nous sachions négocier, faire des compromis, coopérer. Et du coup, je durcis un peu cette question. Le système électif, est-ce qu'il est en contradiction avec l'idée même de négocier, de faire des compromis, de faire des coalitions ? Oui, c'est une question redoutable. Juste avant d'y répondre, je pense que la question que vous avez posée à Stéphanie est vraiment importante. Vraiment, l'échelon auquel on mène une politique dépend aussi vraiment de la politique. Par exemple, typiquement sur les politiques éducatives, de plus en plus, on pense que si vous voulez le faire accepter, il faut le faire vraiment à un niveau local et faire remonter les initiatives des enseignants. Un ministère qui arrive toujours de façon centralisée à dire vous faites ci, vous faites ça, de toute façon, si vous n'avez pas d'adhésion de la base et si vous ne les capitalisez pas sur leurs suggestions, après, il faut que les suggestions soient pertinentes. C'est toujours le grand problème. Vous voyez, on a déjà évalué 20 fois. Là, vous avez un grand programme à Marseille. Vous avez, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où il y a des écoles un peu libres qui essayent de faire remonter des projets. Donc ça, c'est soutenu par le ministre de l'Éducation. C'est sûr que s'il y a des propositions dont on sait qu'elles ont été évaluées et qu'elles ne marchent pas, c'est un peu dommage, mais il faut quand même embarquer la base. Voilà, mais donc cette question de l'échelle en fonction de la thématique de type, c'est vraiment très important. Sur les partis, moi, je n'aurais pas de réponse définitive. La seule chose que je peux partager avec vous, c'est que les partis, maintenant, bon, premièrement, on assiste à une explosion des partis, qui est vraiment, encore une fois, vous avez regardé toutes les élections à nouveau dans les élections italiennes avec Meloni qui était quand même à 2% il y a 6 mois et qui gagne les élections. Regardez l'ensemble des mouvements en France, il y a une explosion des partis parce que c'est extrêmement de plus en plus difficile de coaliser des points de vue. Alors après, est-ce que les partis essayent de les coaliser ? En fait, vous avez beaucoup de théories, en particulier aux États-Unis, qui essaient d'expliquer la polarisation politique. Vous avez si ça vous intéresse, il y a 2 personnes absolument remarquables. Il y a quelqu'un qui s'appelle Matt Gensko de Stanford qui travaille beaucoup sur la polarisation et la polarisation des réseaux sociaux. Et une autre dont le nom m'échappe et qui a écrit « Why we are so polarized », pourquoi est-ce qu'on est si polarisé, et qui vous montre qu'en fait, ce sont les partis eux-mêmes qui jouent sur la polarisation. Pour pouvoir vraiment trouver un électorat, vous avez vraiment tendance non plus à aller vers un peu l'électeur moyen, mais au contraire avoir une identité qui s'oppose de plus en plus à l'autre. Et on le retrouve, donc je vous donne juste un exemple, c'est des chiffres qui sont très connus sur le fait que aux États-Unis, la société devient de plus en plus polarisée lorsque vous interrogez un parent démocrate, mère ou père, et en lui demandant est-ce que c'était vraiment la fin du monde si son enfant se mariait avec un républicain ou une républicaine, vous aviez juste une petite minorité qui vous disait oui, c'est terrible. Maintenant, une grande majorité des Américains considèrent que c'est un vrai problème. Mais les partis eux-mêmes, le parti républicain et de Trump a énormément joué sur ça. Alors que si vous regardez les plateformes des partis démocrates et républicains dans les années 50 ou dans les années 60, elles étaient assez proches.
Donc, donc il y a une tendance pour les partis soit à disparaître, ou soit quand ils sont là, de petit à petit, de plus en plus polariser le débat public. En tout cas, je partage avec vous juste un peu les thèses de ces auteurs. Merci infiniment Yann Algan, merci Stéphanie Stancheva, merci Neil Martin. C'est la fin de cette table ronde. Merci au public.